une fois encore dans la récession, eh bien, se pose à nouveau la question de l'efficacité des plans d'austérité appliqués dans plusieurs pays européens, notamment en Italie, en Grèce ou encore en Espagne. Certains, dont le candidat socialiste François Hollande, eh bien, appellent à la mise en place, vous le savez, d'un pacte européen de croissance. Alors comment peut-on concilier croissance et réduction de la dette? Eh bien, on en parle avec Elie Cohen, directeur de recherche au CNRS et au CEVIPOF, avec Pascal Delima, économiste, enseignant à Sciences Po Paris, avec Carla Sarabia, qui est journaliste pour le groupe espagnol Intereconomia, et avec Caroline de Camaret, chef du service européen RFI France 24. Avant de reprendre ce débat, on va tout de suite écouter le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy. C'était ce dimanche à Madrid. Nous avons besoin et nous soutenons les politiques de relance de la croissance proposées par le Conseil européen, auquel l'Espagne va apporter sa contribution. Mais nous soutenons aussi les mesures d'austérité, parce que si nous n'adoptons pas ces mesures, il n'y aura plus de croissance économique dans notre pays. Carla Sarabia, Mariano Rajoy explique que croissance et austérité sont compatibles. Comment? Alors je pense que l'austérité, c'est une première étape, donc il faut passer par là. Et après, c'est compatible dans le sens où la dépense, c'est on ne peut pas dépenser ce que nous n'avons pas. Donc, il va y avoir des mesures qui stimulent évidemment la croissance à côté des mesures d'austérité, mais c'est une deuxième étape. Et donc, c'est pour ça que le gouvernement espagnol soutient aussi évidemment la croissance. Et bon, surtout, ils ont dit qu'il faut changer des modèles économiques espagnols qui étaient avant centrés sur le marché immobilier. Donc, ils parlent d'un modèle économique plus technologie, scientifique, innovation pour développer en fait. Voilà, pour développer surtout la compétitivité des entreprises qui finalement sont elles qui vont développer la croissance. Pascal Delima, comment concilier justement les deux, croissance et réduction de la dette? Et moi, je crois qu'il faut d'abord, en un premier temps, faire un diagnostic économique sur la situation individuelle des pays. C'est-à-dire qu'on a en Europe, donc une Europe à deux vitesses, avec un certain nombre de pays, pour simplifier en gros, qui sont des économies axées plutôt sur l'offre. Et d'un autre côté, on a des économies plutôt du Sud, on va dire, qui sont des économies axées sur la demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les économies du Nord, finalement, ont un système économique qui repose beaucoup sur les entreprises, sur la compétitivité, sur un certain nombre de décisions économiques qui vont stimuler la croissance à travers cette politique de l'offre. Et puis d'un autre côté, on a plutôt des États donc, qui sont axés sur une politique de demande, avec la relance de la consommation, des principes keynésiens, des stimulations de l'endettement, d'accroissement de l'endettement, etc., etc. Moi, il me semble aujourd'hui que, par exemple, la France est dans une situation intermédiaire. Ce qui complique d'ailleurs les solutions à mettre en place pour pouvoir faire de la croissance en France. Parce qu'on est un peu dans une situation finalement où on a un problème de compétitivité et puis aussi une situation où on a des problèmes de pouvoir d'achat. Donc tout ça, il faut clarifier cet aspect-là. Et puis surtout, à mon avis, dans la prise de décision même à l'échelle européenne pour chacun des États, dans la prise de décision, quand on voit les difficultés avec lesquelles ces prises de décision sont prises, imaginons la situation dans le cadre d'un pacte de croissance. Je m'explique très rapidement. On est dans une situation aujourd'hui où on refuse quelque part qu'un certain nombre de pays, on va dire, axés sur la demande, se séparent donc de la zone euro. Ça pourrait être le contraire. D'ailleurs, je vous la parenthèse, je la referme tout de suite, mais on a déjà vu des économistes dire que c'est l'Allemagne qui devrait plutôt sortir de la zone euro parce que ça laisserait plus d'autonomie aux pays pour faire leurs politiques économiques. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette situation de ni défaut ni sortie de la zone euro, et d'un autre côté, cette situation de ni fédéralisme européen, donc ni eurobonds, nous a entraîné dans une situation intermédiaire, une sorte de paquebot qui n'avance pas, où les décisions sont très lentes, avec, comme vous le savez, des décisions à l'unanimité sur un certain nombre de dossiers qui sont compliqués à mettre en place et qui ralentissent en fait la prise de décision en Europe. Je voudrais qu'on trouve une solution homogène, justement, en matière de prise de décision, pour qu'on puisse dire, voilà,
sur cet espace géographique, la croissance, c'est ça, la dépense publique efficace, c'est ça, parce qu'il y a aussi un vrai thème en matière d'efficacité de la dépense publique. Il ne s'agit pas de baisser des dépenses, d'augmenter les impôts, mais aussi de sélectionner certaines dépenses et peut-être d'éviter d'augmenter des impôts dans certains domaines. Toute cette réflexion-là, il faut qu'elle soit menée aussi à l'échelle Europe, en vertu de deux modèles qui sont, on va dire, assez différents et qui constituent aujourd'hui l'Europe à deux vitesses. Justement, la Commission, alors ça va vous plaire, s'apprêterait à proposer un pacte européen de croissance, ou plus exactement un énorme plan Marshall à 200 milliards d'euros. C'est le chiffre qu'on donne, que donne El País d'ailleurs, vos confrères, sur les 350 milliards qu'il compte dépenser en fonds structurels sur les 7 années 2007-2013. Et effectivement, la Commission veut un certain leadership pour distribuer cet argent. Là où il y a un problème quand même, et là où il y a une contradiction des États européens, et vous m'en serez gré, c'est que effectivement, pour cela, il faut que les États européens mettent de l'argent au pot. Or, pour l'instant, la position de l'Allemagne, longtemps la position des Pays-Bas, etc., ça a été surtout on ne dépasse pas les 1% de PIB qu'on va mettre au pot commun européen. Donc, on va faire de la croissance avec l'argent européen, mais on veut de moins en moins d'argent européen. Là, il y a un problème aussi. Où trouver de nouvelles ressources? Oui, vous allez me dire la taxe Tobin. Il y a les marchés financiers et il y a les émissions d'obligations publiques. Et on va se retrouver de nouveau dans un système où il y aura des gens qui, en fonction des investissements et de la rentabilité des investissements à court terme, vont spéculer sur la croissance de l'Europe. Eli Cohen, on parlait tout à l'heure de la croissance, mais est-ce qu'il ne faut pas continuer aussi à faire des réformes structurelles, notamment concernant la flexibilité du marché du travail, le coût du travail aussi, pour être plus compétitif? Et je pense notamment à la France. Les solutions, on les connaît depuis longtemps, et l'articulation des politiques de rigueur et des politiques de croissance est parfaitement concevable. Pas du tout sur le mode séquentiel, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on commence par la rigueur et après on fait la croissance, parce qu'on peut tuer la bête au passage, donc ça, c'est certainement pas une bonne stratégie. La technique, c'est d'essayer de concilier les deux. Alors, en faisant quoi? L'un des problèmes majeurs d'un pays comme la France, c'est qu'il est structurellement déficitaire dans le financement de sa protection sociale. Nous avons, là par exemple, on vient d'estimer que parce qu'on ne fait que 9 milliards de déficit pour l'assurance maladie, c'est une grande performance. On devait trouver scandaleux de faire année après année un déficit en assurance maladie, un déficit en assurance retraite, etc. Donc la première chose, c'est qu'on peut parfaitement, dans le contexte actuel, prévoir des réformes majeures qui produiront leurs effets dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, et qui permettront la soutenabilité à long terme de notre régime de dépenses, et les faire maintenant. Quel est l'avantage de faire ces réformes structurelles maintenant? C'est que vous envoyez immédiatement un signal au marché qui consiste à dire, si dans le court terme, je fais un peu de soutien d'activité, parce que mon activité est très déprimée, ça ne veut pas dire du tout que j'ai renoncé au principe de rigueur financière et fiscale. Ça veut dire simplement que je tiens compte de ce qu'est ma situation économique et je sais séparer le règlement des problèmes de long terme en le décidant tout de suite, des règlements de court terme qui peuvent me conduire à aller un peu plus loin en matière de déficit, simplement parce que la situation commande. On pourrait lever un peu le pied sur la réduction de la dette aujourd'hui. Je suis beaucoup plus précis. Nous sommes engagés auprès de Bruxelles sur une trajectoire de réduction des déficits. Je ne suis pas pour qu'on remette en cause cette réduction. Et je suis pour qu'on respecte cette trajectoire. Mais cette trajectoire, nous nous y sommes engagés sur la base d'hypothèses de croissance. Nous nous sommes engagés à, par exemple, passer de 5,2 de déficit à 4,4 de déficit pour la France sur la base d'une hypothèse de croissance qui d'année après année ont été toutes fantaisistes. Qui était de 1,8%. Pas seulement du côté français, du côté FMI vous avez aussi, tout à fait fantaisiste. Donc ce que je veux, moi, introduire comme principe, c'est le suivant. On s'accorde sur un principe de réduction des déficits et nous nous y engageons fermement sur la base d'hypothèses de croissance. Et si ces hypothèses de croissance ne se réalisent pas, alors on se donne un peu de mou, on peut décaler l'objectif d'1 ou 2 ans, justement pour ne pas mener des politiques suicidaires qui sont menées en Espagne, en Grèce et ailleurs, qui consistent, lorsque la prévision de croissance ne se réalise pas, à aggraver les mesures d'économie, qui aggravent la non-atteinte des objectifs de finances publiques et qui dépriment davantage l'activité. Il faut absolument sortir de cette politique mortifère. Donc, dans mon dispositif, il y a 3 volets. Il y a un volet de réforme structurelle, il y a un volet de gestion conjoncturelle des déficits et il y a un volet de croissance. Est-ce que les Français sont prêts à ces réformes structurelles
Je pense notamment à la réforme des retraites. On a vu qu'elle a eu du mal à passer. En France, François Hollande veut revenir sur cette réforme des retraites. Les Français, ils ont du mal un peu avec les réformes. Écoutez, il n'y a aucune solution simple. Mais il se trouve que moi, je me suis intéressé à cette question des retraites il y a très longtemps, parce que j'avais travaillé pour Michel Rocard sur le livre blanc des retraites. Vous voyez, ça ne nous rajeunit pas beaucoup. Et ce que j'avais constaté à l'époque, quand j'avais travaillé sur le sujet, c'est que les Français étaient parfaitement au courant de la situation. Les Français savent très très bien ce que sont... Vous savez, les régimes de retraite, on peut en prévoir les évolutions 10, 20 ans, 30 ans à l'avance. Mais vous êtes pour revenir sur la réforme de la retraite à 60 ans ? Mais on est obligé de le faire, puisque ce qu'a fait... il ne vous a pas échappé que le lendemain de la réforme Sarkozy, il a dit qu'on la remettrait en chantier, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'équilibre de long terme, et tout simplement parce que les mesures qui ont été trouvées, c'est des mesures qui ont permis de bricoler un financement sur les 5 ans à venir, mais la question du déséquilibre du régime revient en 2018, une fois qu'on a épuisé les fonds du réserve de retraite. Donc tout le monde sait qu'il va falloir relancer le chantier de réforme des retraites dès l'année prochaine. Et donc là, on va, à mon avis, essayer de profiter de l'occasion pour faire une vraie réforme des retraites. Et qu'est-ce que c'est qu'une vraie réforme des retraites ? C'est une réforme qui inscrit le principe d'équilibre des régimes à la base du système, en allant vers des régimes qui sont des régimes dits de compte à points, de compte notionnel, etc., qui permettent l'équilibre obligatoire du régime au lieu de, tous les 3 ans ou 5 ans, remettre en chantier la réforme du système. Oui, je tiens à préciser que sur la question des retraites, on pourrait éviter de nombreux débats s'il y avait de la croissance en face. Bon. Mais comme ce n'est pas le cas, il faut bien la recréer. C'est d'ailleurs l'un des éléments du débat d'aujourd'hui. Moi, ce que je voudrais dire, juste 2 points, et très rapidement, c'est que sur la question de la dépense publique, il y a aussi une tradition en France qui consiste à ne pas faire d'évaluation de l'efficacité des politiques publiques. On en fait en réalité assez peu. C'est-à-dire qu'on a un positionnement très lobbyiste, en fait, qui consiste à faire des corrélations sans réellement analyser les causalités entre un certain nombre d'éléments. Par exemple, l'efficacité du prêt à taux zéro, l'efficacité d'un certain nombre de mesures, prêt à taux zéro sur l'accession à la propriété. Bref, on sait très bien aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de dépenses qui ne sont pas efficaces et qui s'empilent en quelque sorte, et ça fait aussi un système de gonflement de la dépense publique qui n'est pas très très sain. Le deuxième point sur la Banque européenne d'investissement, ça me semble important de préciser que cette mesure doit être complétée par une sorte de Buy European Act, parce que si la Banque européenne d'investissement se met à investir sur des dépenses d'infrastructures publiques ou privées, énergie... C'est typiquement un faux problème, ça je suis désolé de vous le dire. Le Buy très bien, mais c'est typiquement un faux problème. Il faudra bien imaginer, retenez ce chiffre, 98% des marchés publics européens sont servis par des entreprises européennes. 98%. D'accord. C'est pas un problème. Oui, mais en variation, néanmoins, quand il y aura des sommes supplémentaires, il faudra prouver que c'est 90%. C'est typiquement un sujet qui a été lancé comme ça dans le débat, qui n'a pas... Non, mais alors, je voudrais qu'on avance. Je voudrais, s'il vous plaît, qu'on avance, qu'on est bientôt au terme de ce débat. Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui d'implosion de la zone euro ? Nicolas Sarkozy dit que non. C'était ce vendredi chez nos confrères de RTL. On l'écoute et ensuite on fait réagir nos invités. C'est l'économie européenne qui malheureusement détruit des emplois. Premier point. Parmi les économies européennes, l'économie française. Deuxièmement, lorsque j'ai dit que le pire de la crise était passé, je persiste et je signe lorsqu'il s'est agi de savoir si l'euro allait imploser et si l'Europe allait exploser. Vous admettrez qu'on n'est plus dans cette situation-là. Et j'ai dit, à partir de ce moment-là où la crise financière semble être derrière nous, même si les pays européens sont convalescents, il faut s'attaquer à toute force maintenant aux conséquences de la crise financière et de la crise de confiance, c'est-à-dire la crise économique. Nous y sommes. Vous trouvez vraiment qu'après 7 ans de politique socialiste, exactement la même que celle que propose M. Hollande pour la France, l'Espagne est dans une telle situation qu'il convient absolument de l'imiter ? C'est ce que vous pensez ? Vous pensez que l'Espagne a montré le chemin ? Quant à la Grèce, un chiffre vient de sortir. Savez-vous de combien les salaires ont baissé en Grèce ? 22%. 22%. Grâce à M. Papandréou, qui vient d'annoncer son soutien vibrant à la candidature de François Hollande. C'est ça qu'on propose à la France ? Je m'y opposerai de toutes mes forces. Caroline de Camara, est-ce qu'il y a un risque d'implosion aujourd'hui encore de la zone euro ? Nicolas Sarkozy dit que non. Alors, Nicolas Sarkozy, rapidement, on fait un tour de table. Il a dit avant des sommets, oui, non, etc. Il a beaucoup varié sur cette question, tout en dramatisant beaucoup avant chaque sommet qu'il a présenté comme essentiel et de la dernière chance de la zone euro. Aujourd'hui, on voit bien que l'Europe s'est invitée dans la campagne électorale française de l'entre-deux tours de façon très prioritaire, très majeure. Elle avait été un petit peu escamotée avec des grandes déclarations plutôt europhobes d'ailleurs. On expliquait que Schengen,
y avait un péril à ouvrir nos frontières brusquement, qu'il y avait donc des choses à faire dans tous les domaines, mais que finalement on était retombé dans les arguments que Bruxelles était responsable de tous les maux et que c'était toujours la faute à Bruxelles quand quelque chose n'allait pas bien et toujours grâce aux États membres. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a une telle interdépendance économique des économies européennes qu'on ne va pas trouver la solution tout seul. Ça ne passera pas uniquement par les dépenses françaises. Il faudra effectivement trouver à s'adosser sur des mécanismes européens. C'est quand même la grande première de cette campagne électorale. Et je pense qu'il faut saluer aussi l'idée que maintenant, on va trouver la solution uniquement en Europe et non pas tout seul dans son coin. C'est une des leçons peut-être. Élie Cohen, un mot encore sur ce risque d'implosion de la zone euro. Il n'existe plus aujourd'hui, comme le dit Nicolas Sarkozy. Je crois qu'il faut bien distinguer. Il y a la crise européenne et maintenant une crise chronique parce que le système ne fonctionne pas et qu'il va falloir faire des réformes majeures du système pour qu'il se remette à fonctionner. Et sur la base de cette crise chronique, il y a de temps en temps des crises aiguës. Les crises aiguës, on en a connu par exemple en décembre dernier. Donc la question, à mon avis, qui se pose est de savoir si nous risquons d'avoir des crises aiguës devant nous, c'est-à-dire ces situations dramatiques, on a l'impression que l'euro est en péril, etc. Et ma réponse est oui, tout simplement parce que nous avons devant nous un certain nombre d'échéances, notamment le financement des banques espagnoles, qui nous pend au nez, et donc ça sera la prochaine crise aiguë. Oui, moi je pense qu'il y a un risque d'implosion de la zone euro, puisque si on ne va pas vers davantage de fédéralisme et plutôt assez vite, on risque donc de remettre en cause le pacte qui a été construit dans ce système intermédiaire. Et là, on sera bien obligé d'accepter que certains États sortent de la zone euro. Il ne faut pas voir ça comme une situation à coup de pied, comme le disent certains partis politiques. C'est une situation qui impliquerait des renégociations, une redéfinition de la parité du change avec l'euro-dollar. L'euro survivrait. Bon, il y aura toujours un risque systémique du fait qu'il transitera par le canal du secteur bancaire. Et je voudrais compléter juste ce qui vient d'être dit. C'est que toute crise économique est souvent la conséquence d'une crise financière. Donc pensons une bonne fois pour toutes à l'origine aussi d'une crise économique. C'est toujours comme ça, on sait que ça se passe. Il y a une crise financière, donc la régulation financière et l'encadrement du marché secondaire. Et là, vous serez sans doute d'accord avec Élie Cohen et un François Hollande qui veut recadrer justement les marchés financiers, qui est une régulation de ces marchés. Le dernier mot pour vous, Carla Sarabia, est-ce qu'on peut imaginer l'Espagne quitter la zone euro? Est-ce que les Espagnols y pensent? Alors, j'espère pas, mais l'important, c'est de tenir les engagements. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé en Espagne, qui pourrait se passer en France, c'est que le gouvernement socialiste avait fixé un déficit qui n'était pas le correct. Donc, le nouveau gouvernement s'est retrouvé avec des chiffres qui n'étaient pas les bonnes. Vous voulez dire que c'est la faute des socialistes, comme le dit Nicolas Sarkozy. C'est la faute finalement de Zapatero si l'Espagne en est là. C'est la faute de personne, mais je veux dire, il faut tenir les engagements et surtout, le gouvernement espagnol a dû revenir en arrière par rapport à ses promesses électorales. Il avait fixé un programme avec des mesures qu'il n'a pas pu faire et maintenant les syndicats, c'est la grogne. Vous allez nous dire. Non, mais c'est la grogne de cette situation terrible. Bon, c'est ce qu'il dit. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de France 24 pour nous parler de la crise économique et financière. On aura évidemment encore l'occasion d'en reparler sur notre antenne. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain 19h10 pour un nouveau débat. Très belle soirée.